Donc bonjour à toutes et à tous, bonjour les élèves. Bienvenue, donc même si on est en visio, dans cette rencontre qui est donc organisée par Arte. Donc moi je me présente rapidement, donc je m'appelle Louise Andrieux et je travaille pour Arte Éducation. Arte Éducation, c'est une filiale donc, de la chaîne Arte qui vous propose en fait Éducarte, qui est donc une ressource à laquelle vous avez accès dans votre établissement scolaire, et vous avez plein de vidéos du coup dans 5 langues, plus de 2000 vidéos sur tous les thèmes, des vidéos courtes, des vidéos du web, des vidéos plus classiques, documentaires, vous avez vraiment plein de choses. Et dans le cadre de cette ressource, on vous propose aussi de participer du coup à des rencontres avec des intervenants donc de notre réseau Arte. Et aujourd'hui, donc, on a la chance de pouvoir accueillir donc Guénolé Conrad, que je vais laisser se présenter par la suite, qui est donc explorateur de low-tech et navigateur. Et donc Guénolé, on est en présence de 2 classes. Je vais peut-être vous laisser juste en 2 mots à la fois Monsieur Meyer et Monsieur Bordelais dire voilà où vous êtes et quel est le niveau de votre classe, comme ça chacun peut se présenter. Comme on n'est pas très nombreux, c'est parfait. Ouais. Alors nous sommes avec une classe de terminale STD2A, donc design et arts appliqués. Et en fait, ce sont des élèves qui pratiquent le design, qui passent un bac de design. Et dans ce cadre, ils ont vu 2 ou 3 vidéos de Nomades des mers, et on a parlé du low-tech, un peu comme l'ingénierie, mais aussi un petit peu dans le design. Je s'arrêterai là pour la présentation. Merci, c'est super, c'est parfait, merci beaucoup. Et du coup, côté Léonard de Vinci. Je vais me mettre à l'écran pour vous parler quand même. Alors ici, on est en bac technologique aussi, mais sciences de l'ingénieur. Et on s'est intéressé aux vidéos du Nomade des mers, aussi en préparation du projet de fin d'année là, que les STI2D doivent réaliser. Et puis, il y en a parmi nous qui espèrent un jour intégrer une école d'ingénieur. Donc, il y a quelques questions de ce côté-là que je vais taper dans le chat. Je suis désolé, elles sont pas arrivées avant. Désolé pour le côté improvisation. Pas de souci. Non, au niveau, il y a pas de problème. En fait, même vous pouvez venir, en fait, les élèves, poser toutes vos questions. Justement, là, on est assez peu nombreux. Donc, l'idée, c'est qu'on va alterner entre la classe de Monsieur Meyer et la classe à Léonard de Vinci. Et vraiment, les élèves, n'hésitez pas à venir vous rapprocher au micro, poser vos questions. Ce sera beaucoup plus interactif que dans le chat. Voilà. Et je vais laisser du coup Guénolé se présenter. Et après, on va lancer une petite, très très courte vidéo de teaser donc du travail documentaire sur lequel il a travaillé. Ça marche. Et du coup, je m'appelle Guénolé. Ça fait 4 ans que je travaille dans l'association qui s'appelle le Low Tech Lab. Je pourrais revenir un petit peu sur ce qu'on appelle, nous, les low tech. Et du coup, dans le cadre d'un des projets de l'asso, moi, je participe à l'expédition Nomades des mers, qui est du coup l'expédition en bateau là, que vous avez un petit peu suivi. Moi, j'ai une formation d'ingénieur à la base dans le milieu maritime, mais s'il y a des questions là-dessus, je pourrais aussi en parler, mais n'hésitez pas. Et avant, j'ai travaillé un peu dans l'humanitaire, notamment au Nicaragua pendant quelques temps. Et donc voilà, on pourra ainsi en discuter. Voilà, ouais, on se proposait de remettre juste le petit teaser pour remettre en tête juste ce qu'est l'expédition Nomades des mers. Et puis après, n'hésitez pas du tout à aller sur vos questions. Et puis je peux refaire une petite présentation aussi s'il faut. Enfin voilà, on voit. Je lance le teaser du coup. Est-ce qu'on le voit là si Ouais, c'est parfait. Enfin, moi, je le vois. Les classes, c'est bon, vous le voyez? Ouais, je vois une jeune fille qui hoche la tête, donc je crois que c'est bon. Ça marche. Allez hop. Je m'appelle Corentin. Je suis ingénieur. Avec mon équipage, on veut rendre notre bateau autonome grâce au low-tech. Ces systèmes D qu'on peut fabriquer et réparer partout. Alors on part autour du globe, rencontrer ceux qui les inventent, car si elles étaient mieux connues, elles pourraient changer le monde.
Super. Donc voilà, c'était vraiment rapide. En gros, juste peut-être pour resituer, en gros, l'expé Nomade des Mers, elle est partie en 2016 de Concarneau. Donc on est parti sur un... Enfin, moi j'étais... Enfin, je repréciserai, mais l'expé est parti en 2016 de Concarneau pour aller rencontrer des gens, des inventeurs, des ONG, des organisations, des entrepreneurs, des designers aussi, qui travaillent sur des systèmes qu'on appelle les low-tech. Et du coup, moi j'imagine que vous avez un petit peu travaillé ce que ça veut dire des low-tech, mais en gros des systèmes qui permettent de répondre aux besoins essentiels d'accès à l'eau, d'accès à l'énergie, à l'alimentation, à la mobilité, à tout ce qu'on veut, mais qui soient d'une part un peu plus accessibles techniquement, qu'on arrive à comprendre, qu'ils ne soient pas des boîtes noires, et à la fois économiquement, parce que dans beaucoup de contextes, en fait, on n'a pas la chance d'avoir toute l'énergie, toutes les ressources qu'on a par chez nous, et voilà, avec en plus un impact vraiment minimum niveau écologie. Voilà. Donc on essaye de faire au maximum avec du réemploi, avec des matériaux qui sont recyclés, de voir comment on peut réparer au maximum. Et donc voilà, c'est un peu tout ça. Moi, j'ai rejoint l'expédition là, du coup, il y a 4 ans. Le bateau était déjà arrivé en Thaïlande. Et mon rôle, ça a été un peu de trouver sur toute la suite de l'expé les personnes qu'on allait aller rencontrer. Donc les sujets aussi qu'on allait étudier en parallèle, et puis de les contacter, d'organiser toute la logistique de ces rencontres. Et en parallèle, quand j'étais en France, du coup, sur cette phase un peu de préparation, aussi de préparer des dossiers techniques. Et donc chaque technologie un peu qu'on allait étudier, de vraiment la creuser au maximum avant même d'aller voir les gens, avec les infos qu'on arrive à trouver, pour que quand on arrive, on puisse vraiment poser des questions les plus pertinentes possibles et pas découvrir le sujet. Et une fois que j'étais sur place, après sur le bateau, mon rôle c'était aussi de faire des prototypes de chaque système, de les tester sur le bateau, et puis d'écrire des tutoriels. Et donc ça, vous avez peut-être vu, on a après une espèce de Wikipédia avec tous les tutoriels de ces techniques. Comme ça, vous pourrez éventuellement en étudier quelques-uns, enfin essayer de le refaire chez vous. Et l'idée, c'était ça, c'était de se dire qu'il y a plein de gens qui inventent des systèmes un peu partout dans le monde qui permettent de répondre à leurs besoins, et qu'il y avait du coup sûrement des bonnes idées qui pourraient être répliquées ailleurs. Et voilà, c'est pour ça, là, on a visité, je dirais, une 60aine d'organisations dans le monde, dans un peu plus de 30 pays différents. Et l'expédition là commence à toucher à sa fin, puisque le bateau rentre cet été là, d'ailleurs dans pas très longtemps, à Concarneau en Bretagne, et on organise du coup une grosse fête pour le retour là, un festival qui va durer 9 jours quasiment. On va essayer de faire venir plein d'acteurs qui travaillent sur la low-tech en France, des gens qu'on a rencontrés qui font aussi maintenant passer les low-tech à une autre échelle, de se dire que c'est pas forcément que des systèmes qu'on bricole dans son garage, qu'on bricole soi-même. Ça peut être des choses dans lesquelles on peut vivre. Il y a des entreprises qui se montent là-dessus, avec des modèles un peu différents. Mais voilà, il y a plein de choses qui peuvent se faire. Et donc, tout ce monde-là sera présent à Concarneau à partir du 25 juin, au 3 juillet. Mais voilà, du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup. Et je précise donc la série Nomades des Mers, elle est bien sûr disponible sur Educarté. Et donc, si vous avez déjà vu en effet des épisodes, vous pourrez aller en voir d'autres. Et voilà, après cette rencontre, vous avez donc de nombreux épisodes de la série qui sont sur Educarté. Alors, est-ce que du coup, ça vous va si on alterne entre les deux classes ? Peut-être qu'on commence par la classe de Monsieur Maillard, parce que vous avez un peu moins de temps. Donc, les élèves, la parole est à vous. Une première question pour Guénolé, et ensuite on peut enchaîner. Alors, Romain, qui est-ce qui pose la question? Il y avait une question, je sais. Kéléna, venez là. Ah bah, allez-y, franchement, il n'y a pas de questions bêtes ou quoi. Approchez-vous. Ah, je ne sais pas si vous allez entendre. Vous vous rapprochez. Non, mais s'ils entendent. Alors, la question. Si tu parles fort, ça va aller. Ouais, t'inquiète. En quoi l'expérience en tant que vivre sur un bateau et toute cette aventure a changé votre vision du travail en soi? C'est une bonne question. Non, en fait, c'est vrai que moi, je cherchais un cadre de travail. Après avoir fait mes études, j'ai un peu essayé de travailler
en entreprise, on va dire assez classique. Et j'ai vu que ça allait être compliqué. C'était pas un cadre de liberté qui m'allait. Et j'avais l'impression de ne pas avoir assez de prise sur ce que je faisais. Et c'est vrai que voilà, déjà le fait de travailler dans un contexte, ça reste du travail. C'est vrai que tu as l'impression des fois que sur un bateau comme ça, c'est la belle vie et tout, mais on avait quand même des missions assez claires et on travaillait pas mal. Mais c'est vrai que on est dans un cadre voilà, où on fait des rencontres, où c'est un cadre qui n'est pas un bureau, ton quotidien il change tous les jours. Et moi, ça, je sais que c'est quelque chose dont j'avais besoin pour m'épanouir dans mon boulot. Et puis, au final, tu vois, la pluralité des sujets qu'on a pu traiter m'a fait m'ouvrir à plein de choses que je connaissais pas. Et ça, je trouve que c'est aussi intéressant de se dire que dans ton quotidien, dans ton travail, tu peux balayer vraiment des choses nouvelles assez régulièrement, quoi. Donc voilà, je sais pas si ça répond à ta question, mais... Une autre question. Il y avait une autre question, Est-ce que ça répond bien à ta question? Qu'est-ce qu'il y avait pas? Ouais, c'est ça. Bon, ok. Alors, moi, j'avais noté une question, juste, quelle est l'expérience low-tech la plus marquante pour vous dans ces 4 ou 5 dernières années? Une expérience. Ouais, on nous demande souvent ça et il y en a eu pas mal. Je dirais que moi, une qui m'a quand même vraiment bluffé, c'était en fait des petites larves là qu'on a rencontrées en Malaisie. Ça s'appelle les larves de mouche soldat noir, donc les larves d'une petite mouche qui mange les déchets organiques, donc tout ce qui est déchets, d'épluchures et tout ça, mais à une vitesse complètement folle. C'est-à-dire que ces petites larves, elles prennent 6000 fois leur masse en 2 semaines. Je ne sais pas si vous avez vu cet épisode-là. Et en fait, elles permettent de transformer du coup des déchets organiques qui, dans la plupart des pays, en fait, sont soit mis dans des décharges à ciel ouvert et posent des problèmes de santé, soit dans nos pays, en fait, qui sont tout bonnement incinérés. Donc globalement, on utilise beaucoup d'énergie pour cramer de l'eau. Alors qu'avec ces petites larves, on arrive en fait à transformer les déchets organiques qui se seraient compostés eux-mêmes, mais de manière beaucoup plus rapide. Et l'avantage, c'est aussi que ces larves sont après très très riches en protéines et en acides gras. Et qu'aujourd'hui, typiquement pour nourrir d'autres animaux, on va aller pêcher des poissons à l'autre bout du monde, qu'on va faire en farine, alors qu'en fait, voilà, à partir d'un déchet, on arrive à créer de la valeur comme ça. Et l'organisation qu'on était allé voir, elle traitait 300 tonnes de déchets organiques par jour, juste avec ces petites larves, et qui après servaient à faire de l'élevage de poulets, de poissons. Et ce modèle-là, en fait, ces larves, elles sont présentes à peu près partout sur le globe. En France, on en a, c'est juste qu'elles ont besoin d'un petit peu de chaleur, elles ont besoin de 23 degrés à peu près pour être bien. Et donc, chez nous, c'est plutôt l'été, mais dans les composts, on en trouve. Et donc, c'est quelque chose que je trouve intéressant parce que ça peut être répliqué dans beaucoup de contextes. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, les déchets organiques, c'est un tiers de tous nos déchets. Donc, il y a vraiment un enjeu quand même à essayer de trouver des solutions par rapport à ça. Et en plus, je trouve ça super sympa d'avoir des... Enfin, au début, c'est un peu dégueu, mais en fait, c'est super sympa d'avoir de la vie à bord du bateau. Ce que j'ai peut-être pas précisé, c'est que chacun des systèmes ou des systèmes qu'on étudie, on essaye de les tester à bord et donc de les tester aussi en synergie. Donc, de se dire que, en fait, les déchets, peut-être d'une machine, d'un système, peuvent servir à tout ça et créer finalement des boucles et un peu... Pour donner un exemple concret, du coup, typiquement, tous nos déchets d'épluchures, tout ça, même les déchets de toilettes sèches du bateau, sont mangés par les larves. Et les larves, après, servaient à nourrir des canards, parce qu'on avait des canards ou des poules sur le bateau. Et donc après, on mange les œufs. Puis voilà, vous voyez, il y a des boucles assez intéressantes comme ça qui peuvent se créer. Et en France, du coup, il y a des jeunes là, qui se sont lancés là-dessus. Et c'est un modèle qui est en train de se développer un petit peu partout. Donc, moi, ça a été une des belles découvertes, en tout cas, de ce voyage. Super intéressant. La classe du coup de Léonard de Vinci, je vous laisse la parole. Vous avez marqué une question dans le chat, mais n'hésitez pas à la poser de vive voix à Guénolé. Ah oui, les 3 low-tech.
une autre dont on parle souvent, mais qui était assez emblématique, c'était par exemple à Dakar, au Sénégal. On a rencontré des makers, donc des gens, des bricoleurs, quoi, qui fabriquaient des éoliennes, des petites éoliennes à partir de moteurs d'imprimante. Donc en fait, pas mal de l'électronique aujourd'hui, une durée de vie assez limitée, et des fois c'est juste un composant, une pièce qui va un peu foutre en l'air tout le reste de la machine. Et donc là, on avait des moteurs d'imprimante qui marchaient toujours, même si l'imprimante en soi ne marchait plus, et qu'ils utilisaient juste en rajoutant quelques pales en PVC et tout ça pour faire des éoliennes qui permettent après de charger un portable, de charger des lampes. Et donc, ouais, ça c'était un bon exemple d'une low-tech sympa. Qu'est-ce qu'il y a la troisième, ça serait quoi? C'est un exemple dont on s'est beaucoup inspiré ici, parce qu'il y a tout un volet sur l'énergie dans la STI 2D. Ok, super. Il y a même un projet du coup d'éolienne ici pour la fin d'année là. Ok. Sur ce type d'éolienne, du coup, ou sur des éoliennes un peu plus grandes? Alors, encore en cours, ils sont où les représentants de ce projet-là? Brandon, vous en êtes sur quelque chose de plus ambitieux Pour que l'instant, on est sur la modélisation. On essaie de faire un prototype. un Ok. prototype modélisé informatiquement? Non, réel. Ouais, ok. Un En prototype. vrai. Bah ouais, il faut aller en vrai direct. Ça, c'est peut-être un des apprentissages aussi qu'on a fait. Faut pas du tout avoir peur de se lancer. Au début, ça paraît un peu obscur de démonter, de comprendre comment ça fonctionne, mais c'est souvent en mettant les mains dedans, en essayant vraiment d'aller assez vite dans du prototype fonctionnel qu'on se rend compte d'où ça va bloquer, d'où ça va. Donc je dirais que c'est ça qui a un petit peu changé moi aussi ma vision du métier d'ingénieur, de se dire que voilà, on a tendance à vouloir faire à tout prévoir, à faire toutes les belles modélisations, tous les beaux calculs avant, alors que dès qu'on passe à l'atelier, on se rend compte qu'il y a vite des choses qui vont bloquer. Donc bref, voilà, c'était une petite aparté. Et non, qu'est-ce que ça pourrait être la troisième? Tout un système de pompe, ça s'appelle le bélier pneumatique ou le bélier hydraulique. C'est un système de pompe qui n'est pas vraiment une pompe, mais qui a été inventé par les frères Montgolfière. Donc, ouais, les gens qui ont inventé les gros ballons là, dans les années 1850, et qui permet en fait de remonter de l'eau quand on a un cours d'eau, une rivière, qui permet d'utiliser juste la force motrice de l'eau pour remonter de l'eau à quelque chose comme 10 fois, 10 fois la hauteur de base. Et c'est quelque chose qui marche sans électricité, sans pétrole et tout ça, juste avec un système de pression sur pression, de valves. Et j'ai trouvé ça assez ininventable. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais c'est assez impressionnant de voir en fait que ça marche très bien. Et en fait, c'était des systèmes aussi que j'ai trouvé intéressants parce que c'était des choses qu'on utilisait il n'y a pas très longtemps en fait en France, et même il y en a toujours en activité a priori. Mais qui finalement était assez malin, quoi, assez sobre énergétiquement, qui fonctionne du coup pendant des années, des choses assez robustes. Et typiquement, pour la classe de design, là, c'est des choses assez intéressantes à prendre en compte, je pense, dans vos futurs métiers, de se dire que il faut maintenant essayer d'aller vers des choses le plus réparables possible, le plus robuste, qu'on n'ait pas à changer tout le temps. Voilà. C'est un autre exemple assez intéressant. Et alors, Super. je vois une autre Alors, question. on va peut-être d'abord juste reprendre la classe de terminale donc, de Léonard de Vinci. Est-ce qu'il y a un élève qui veut du coup poser une question de vive voix à Guénolé? Allez-y, Léopold, si vous voulez. Comment le nomade des mers se finance-t-il? Et ben, il y a une partie, c'était sur la coproduction du coup des documentaires qu'on a pu faire avec Arte. Donc on était coproducteur de cette série, et donc voilà, ça finançait une petite partie. Sinon, en fait, nos principaux supports, c'est des collectivités publiques, donc la région Bretagne, qui nous finance pas mal parce qu'elle voit un intérêt, en fait, pour la région Bretagne, pour le développement économique de la région Bretagne, à aller vers aussi des solutions comme ça. Donc c'est même inscrit dans leur plan stratégie de la région Bretagne pour la 2027. Voilà, il y a 3 mots le mot low-tech qui apparaît. Donc voilà, la région Bretagne, et puis la ville de Boulogne-Billancourt aussi, qui est plus près de chez vous. Et ça me permet juste de dire que du coup, il y a des communautés locales qui se montent un peu partout en France, donc des gens qui sont intéressés par les low-tech, par tout ça, et qui se disent
on va se rassembler entre nous sur notre territoire, parce que c'est là où on a un pouvoir d'action, et on va faire des choses par nous-mêmes. Et donc, typiquement, à Boulogne, il y a une communauté locale qui s'est montée comme ça dans une ancienne école, et qui, du coup, essaye de fabriquer des low-tech pour répondre à des besoins qu'ils ont localement. Et voilà, la mairie a été assez a bien aimé du coup ça, et nous encourage et nous finance aussi en partie, quoi. Donc voilà. Bien, merci. Peut-être du coup la classe de Monsieur Meyer, et ensuite on prendra la question donc, de Marion Gaget, qui est enseignante. On a une question d'une élève qui va s'approcher. Vas-y. Je voulais juste savoir si l'esthétique avait une place importante dans les machines que vous créez. C'est une bonne question. Je dirais qu'au début, c'était pas notre prisme principal. Nous, on est un peu des ingénieurs un peu techos, et qui font des choses vite, mais un peu bourrins et pas très jolis. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, pour que aussi il y ait une désirabilité de ces systèmes-là, il fallait que ce soit des systèmes qui soient entre guillemets compétitifs par rapport à des choses du commerce, et donc il fallait qu'elles soient belles. Et donc il y a aussi, ça répond un peu à la question de Marion. Du coup, il y a Caroline là qui nous a rejoint il y a 2 ans, qui elle a plus de formation architecte d'intérieur et designeuse. Et donc, je pense que depuis, voilà, c'est vraiment quelque chose qui a un peu évolué aussi de notre côté. Et on essaye de faire des choses maintenant qui sont plus belles, qui sont mieux finies et tout ça. Mais on va dire que voilà, il y a toujours une phase un peu de prototypage, de choses comme ça qu'il faut faire rapidement. Et donc là, l'esthétique est, je dirais, moins essentielle. Mais après, on essaie vraiment d'aller sur des produits plus finis et plus mieux designés. Plus sur un produit final, quoi. Et Caroline, d'ailleurs, elle est elle a pas mal travaillé sur des matériaux assez différents, et elle s'est beaucoup intéressée du coup en fin d'études de designer sur le matériau de champignons. Donc comment on peut faire des objets à partir de mycélium de champignons. Donc, c'est la partie racinaire des champis, celle qu'on voit pas trop dans la forêt. Mais en fait, quand on met ce mycélium dans de la paille ou quoi, ça commence à former des blocs. On peut faire des briques, on peut faire des matériaux qui isolent les maisons, on peut faire pas mal de choses assez intéressantes. Elle faisait des lampes, des abat-jours de lampes en champignons. Et je sais pas, on a fait un autre film que peut-être vous aurez l'occasion de voir, qui est sur YouTube, ça s'appelle Wave of Change. Et donc là, on a réparé une planche de surf à partir de matériaux en champignons comme ça. Donc c'est... voilà. Ouais, d'accord. Super. Ça répond un peu moi à la question que j'avais justement d'avoir un exemple un peu d'objet qui combine esthétique et une low-tech efficace, mais du coup... Ouais. En fait, il y a aussi un aspect assez intéressant, c'est que on travaille du coup en ce qu'on appelle l'open source, donc ça veut dire sans licence commerciale en fait sur tous les objets qu'on documente. Et donc en fait, ça permet qu'après des gens se réapproprient les choses qu'on a pu documenter, qu'on a pu nous peut-être faire rapidement et qui sont pas très jolies, et le reprendre, le retravailler, l'améliorer. Et en fait, l'open source, on s'est rendu compte que c'était formidable levier pour justement aussi ça. Il y a pas mal de designers qui se sont réappropriés des choses qu'on avait documentées et qui l'ont fait arriver à un autre, on va dire, à un autre niveau justement d'esthétique, de tout ça. Et donc, notamment, un couple de designers là, qui s'appelle Chemin de Fer, F-A-I-R-E, et eux qui ont repris pas mal de documentation pour la faire de manière beaucoup plus belle et propre que nous. La classe du coup de Léonard de Vinci, vous avez une autre question? On alterne un peu du coup. Je veux bien poser cette question alors cette fois. Gloria, la première. Par quel moyen vous trouvez-vous le tech du coup? Ah ouais. Et de manière assez différente. Donc,
Au début, j'essayais pas mal de chercher par internet. Donc en fait, déjà, il y a des gens qui publient un petit peu, leur travail. Tu vois, il y a plein de gens qui ont des chaînes YouTube, ne serait-ce que de bricoleurs, de gens qui font des choses, comme ça. Je me suis rendu compte que ça peut vite être très fouillis. Des fois, c'est pas simple de joindre ces gens-là et donc j'ai essayé après pas mal de passer par le terrain. En fait, d'essayer de contacter, des projets, que je trouvais en fait localement, heu typiquement aux Philippines, tu vois, tu tombes sur un projet qui a un peu rapport avec tout ça. J'essaie de prendre contact avec eux et de leur demander si, dans leur environnement de travail, dans leur contexte, ils connaissent en fait des projets aussi intéressants sur telle thématique, telle thématique. Et ça marche. Enfin, en fait, personne connaît aussi bien son environnement, que les personnes qui y vivent, quoi. Donc, c'était de se dire, bah voilà, on va essayer de passer plus par le bouche à oreille de personnes qui peuvent te recommander des projets. Et ça marchait pas mal. Et sinon, un peu pour déterminer après les sujets qu'on traitait, on essayait de partir un peu des problématiques, des territoires. On se disait, parce que voilà, on n'a pas tous les mêmes problématiques, on n'a pas tous la même géographie, le même environnement, et donc se dire, je sais pas, par exemple, c'était typiquement au Cap-Vert, c'est une île, c'est une île, donc c'est déjà un territoire particulier. C'est une île qui est assez sèche, enfin qui est assez empreinte aux sécheresses. Et donc, il y a sûrement des gens qui ont dû essayer de trouver des moyens de comment je peux faire typiquement pousser des plantes qui utilisent moins d'eau. Et donc, on est arrivé comme ça à étudier l'hydroponie, donc un système de plantation qui économise vachement l'eau. Enfin, voilà. Donc, de manière assez variée, mais ouais, plutôt privilégier les relations du coup de proximité, quoi. Est-ce que du coup, la classe de Monsieur Maillard, on enchaîne un peu, on alterne une classe après l'autre? On a déjà des questions qui vont aller. À quoi ça ressemble une journée sur le bateau au quotidien? Je peux pas te dire s'il y a vraiment une journée type. En fait, ça dépend déjà si on est en phase vraiment de navigation. Et donc là globalement, les journées, tu fais pas grand-chose d'autre que de naviguer. On profite pas mal de ces moments-là pour réparer, parce qu'il y a toujours des choses à réparer sur un bateau. Ça, c'est un truc que j'ai découvert. On casse toujours des choses, il y a toujours des choses à réparer. Et à la fois, du coup, ça permet de très bien connaître ton bateau et bon, voilà. Sinon, quand on est plutôt à terre, du coup, sur les phases de rencontre avec les gens, on était souvent un peu en deux équipes parce que du coup, Corentin et la personne qui accompagnait Corentin, parce qu'en général, on essayait de trouver une personne un petit peu experte des sujets qu'on allait traiter aussi, mais qui travaille sur ces sujets dans un autre contexte. Donc ces deux personnes-là, elles étaient souvent dédiées au documentaire. Donc là, on allait rencontrer les personnes à l'avance avec eux. Et puis après, voilà, il y avait le tournage du documentaire. En gros, un épisode de 26 minutes là que vous avez vu, ça met à peu près, je dirais, quasiment 2 semaines en fait à être tourné. Parce que le temps voilà, déjà de se rencontrer, d'aller dans les différents endroits. Et puis en fait, après, tout simplement pour faire de la télé, ça aussi, c'était un peu une découverte. Mais voilà, il faut faire plusieurs angles, rejouer certaines scènes. Donc voilà, ça pouvait prendre un peu de temps. Et moi, typiquement, c'était du coup, je passais du temps, mais plus avec des fois les techniciens du projet, pour essayer de vraiment comprendre comment il fonctionnait, comment il l'avait conçu, comment il l'avait développé. Et je prenais plein de notes, de photos et tout ça pour après faire les tutoriels que vous avez sur la plateforme Wiki, quoi. Donc voilà, ça alternait entre du bricolage, des rencontres. Le soir, on va tous manger ensemble avec les gens qu'on rencontrait. C'est aussi ça, en fait, c'est la découverte vraiment plus culturelle à ce moment-là du pays et un peu plus moins formelle pour le travail. Et c'était très sympa. Voilà, ouais. Je dirais que ouais, c'est pas mal ça. Enfin, moi, finalement, j'ai fait pas mal d'ateliers sur le bateau, quoi, quand j'étais en mer. Monsieur Meyer, je crois que votre micro il est fermé si vous vouliez réagir. Non, je vous demandais juste s'il y avait d'autres questions. On va laisser l'autre classe. Allez-y, enchaînez peut-être parce que comme vous devez partir dans 10 minutes, on va jongler un peu pour que ce soit équilibré. Mais après, une question côté Monsieur Meyer et après Voilà. Moi, je voulais savoir par rapport au montage des épisodes, si
c'était monté en France ou si vous aviez une équipe qui faisait le montage directement avec vous? Et comment vous Ouais. faisiez pour Ouais. Ouais, en fait, c'est pas nous directement qui filmions. C'est vraiment des équipes pro envoyées du coup par la boîte de prod. Donc en fait, on travaille avec un producteur qui lui après vend le programme à Arte. Et donc qui ont des équipes de tournage et de même préparation du tournage et tout ça. Et donc ils viennent avec nous, ils embarquent sur le bateau. En fait, c'est assez marrant hein, parce que pareil, j'ai découvert un autre métier. Bah, c'est vraiment en fait des gens qui participent à pas mal d'aventures, qui sont envoyés pour tourner comme ça, des réalisateurs qui, bah, tu vois, qui vivent la vie au quotidien avec nous. Donc c'est assez chouette. Eux, ils ont plein d'expériences comme ça à te raconter. Et donc en général, ils sont deux. Il y a un réalisateur et un assistant caméra. Donc ils sont deux caméras et puis ils vivent avec nous au quotidien. En général, on essaie de faire 2 documentaires, 2 tournages de suite pour éviter qu'ils fassent trop d'allers-retours en avion. Et après, en effet, les montages et tout ça, c'était plutôt en France, ouais. C'est vraiment dans des studios où ils étalonnent tout, le son, tout ça. Ouais. Sur le bateau, ce serait plus compliqué de faire ça. Et est-ce que c'était les mêmes personnes ou pas? Parce que parfois, ce sont les réalisateurs qui font aussi le Ouais. montage et parfois, ce sont vraiment des monteurs professionnels. Et dans ce cas-là, ça implique en effet des équipes plus nombreuses. Je pense que, enfin, il y avait des monteurs, mais il y avait souvent les réalisateurs qui étaient en studio de montage avec eux, pour leur dire, tiens, voilà, on va en tout cas construire l'épisode de cette manière-là, tel qu'ils l'avaient imaginé quand ils ont tourné. Et après, c'est une personne, je crois, qui, en effet, s'occupe vraiment la partie technique du faire le montage. Et en fait, on a bossé avec c'était 3 réalisateurs différents, mais qui tournaient tout le temps, en fait, sur les 25 documentaires. Et Saskia, qui était l'assistante caméra, elle, qui est restée tout le long aussi, quasiment, elle était tout le temps là, quasiment. Et c'était super chouette parce que finalement, pareil, c'est devenu des super amis bah, au fil de l'aventure, quoi, au fil de vivre ensemble pendant ces 6 ans. C'est vrai que c'est des chouettes moments aussi à partager avec eux. Alors, la classe du coup de Vinci, à vous les questions. Alors, il nous en reste une. Ahmed, vous voulez bien la poser, s'il vous plaît? La troisième. Non, c'est le. Non, alors c'est moi qui l'ai écrite. C'est par rapport à les compétences de Guénolé qu'il a acquises à l'école. Ok. Ouais, je l'ai effacé pour pouvoir projeter vos images. C'était les compétences, quelles compétences de l'école, de votre carrière d'ingénieur marine, vous utilisez aujourd'hui, vous exploitez aujourd'hui? Bonne question. Non, bah, on dit souvent qu'on n'utilise qu'une petite partie de ce qu'on a appris à l'école. Je pense que l'école d'ingénieur, moi, elle m'a quand même appris à réfléchir d'une certaine manière, à aborder les problèmes avec une connaissance technique un peu générale. Moi, après, en fait, dans mon cursus, c'était une école à Toulon qui s'appelait CITEC. Donc, on était vraiment, on travaillait vraiment sur les technologies marines et sous-marines. Et là-dedans, il y avait une option qui était un peu sur les énergies marines renouvelables. Moi, c'était un peu ce qui m'intéressait à l'époque, c'était comment on pouvait faire de l'énergie, transformer l'énergie de la mer en énergie typiquement électrique. Et donc, je pense que c'est la partie que j'utilise presque le plus parce que je continue quand même pas mal à avoir des projets en lien avec l'énergie. Ouais, tout ce qui va être comment on peut faire, par exemple, de la conception, de l'installation de panneaux photovoltaïques, mais avec des panneaux solaires qu'on a réparés, des batteries plomb qu'on a régénérées. Et voilà, ouais, je pense que c'est à la fois des compétences, je dirais, un peu en mécanique et un peu en électricité là, qui me servent le plus dans mon travail là. Mais comme je disais, en fait, ça m'a permis vraiment de découvrir et de m'ouvrir à plein de sujets, typiquement en biologie, sur le traitement de l'eau, comment on potabilise de l'eau, tout ça, des choses que j'avais aucune idée. Et c'est ça qui est super intéressant, quoi, c'est de pouvoir avoir après une petite gamme de... Bah, voilà, tu as une petite connaissance sur un peu de tout et je trouve ça assez riche. Alors, une dernière question, peut-être, Monsieur Maillard. Les élèves doivent nous quitter dans 3-4 minutes.
Est-ce que vous avez une dernière ou 2 dernières questions et ensuite on pourra poursuivre les échanges avec Léonard de Vinci pour plus longtemps. Qu'est-ce que ça vous a apporté cette aventure et qu'est-ce que vous allez faire après? Du coup, c'est pour terminer. Qu'est-ce que je vais faire après? En fait, moi du coup je suis salarié de l'association, donc je suis en CDI en fait dans cet asso, et en parallèle du projet Nomades des mers, moi j'avais des collègues en France qui étudiaient les low-tech dans d'autres contextes. Donc eux typiquement ils se sont plus intéressés à comment les low-tech elles s'intègrent aujourd'hui, elles peuvent s'intégrer dans l'habitat mais un peu plus occidental parce que voilà on n'a pas les mêmes normes, on n'a pas les mêmes façons de faire. Il y a d'autres collègues qui travaillaient plus dans le contexte des camps de réfugiés en Grèce et tout ça. Et petit à petit, voilà, tous ces projets, je dirais aujourd'hui, arrivent un peu à leur terme sur ces expérimentations. Et maintenant, on va essayer de mettre tout ça en œuvre à l'échelle du territoire de Concarneau, chez nous en fait. Et on est en train de voir, c'est un projet qu'on développe avec la région Bretagne et les territoires de Concarneau pour voir comment on peut accompagner une vingtaine d'organisations vraiment à aller sur une transition un peu plus low-tech. Donc déjà, apprendre peut-être à mieux coopérer, à voir comment les déchets de telle industrie, ou de telle, pas forcément industrie, hein, mais comment ils peuvent servir à d'autres, comment on peut mutualiser des services, comment on peut mutualiser du matériel et tout ça. Et donc, ouais, je vais essayer un peu peut-être de transmettre les quelques idées qu'on a pu glaner du coup pendant ces 5-6 ans. En parallèle, moi j'ai des projets aussi avec la Fondation Schneider Electric pour voir comment on peut aider en fait des centres de formation qui sont en Afrique sur comment avoir accès à de l'énergie, qui soit pas forcément que électrique ou que liée au pétrole, mais voilà, utiliser les ressources locales. Et donc on est en train de développer aussi des choses comme ça avec elle, quoi. Très bien. Ouais. Eh ben, écoutez, merci. On va vous laisser là et on garde un lien, en tout cas avec Educarte. Et bravo pour votre magnifique initiative. Merci. Merci Merci beaucoup les élèves d'avoir participé aujourd'hui à cet échange. Et on reste en contact pour la suite. Du coup, je vous laisse vous déconnecter, Monsieur Meyer, et nous, on peut poursuivre tranquillement avec Léonard de Vinci. Je sais qu'il y avait pas mal de questions à la fois dans le chat, mais aussi, donc n'hésitez pas à les poser, à vous rapprocher du micro. Maintenant, on est encore plus en comité resserré. Donc là, je vous laisse la parole. Allez-y. Allons-y. En rouge. Okay, bon, on vous écoute. Non, je vous laisse parler. Je vous en prie. Votre parcours d'études. Merci, on le connaît, Gloria. Peut-être qu'il était pas. Pour préciser, c'est peut-être que après, moi j'ai fait un bac, à l'époque c'était un bac S, je sais pas si ça existe toujours, mais en gros maths quoi. Et après, moi j'ai fait une prépa, classe prépa pendant 2 ans. Mais je pense qu'il y a d'autres voies aussi qui permettent d'arriver en école d'ingé, et ça vous concerne peut-être certains, par des voies peut-être plus techniques. Et moi, je pense qu'ils m'auraient à la limite mieux convenu. Typiquement des IUT, des DUT, choses comme ça, qui permettent maintenant d'aller en école d'ingénieur quand même assez facilement. Et que, bon voilà, c'est un peu moins peut-être théorique, mais tu arrives aussi avec un niveau pratique qui est, que moi je trouve pertinent et intéressant dans le métier d'ingénieur. Et donc voilà, je veux dire, je regrette pas d'avoir fait une prépa, mais je pense qu'il y aurait peut-être d'autres voies qui m'auraient mieux convenu. Où c'est en plus un peu moins dur personnellement, puisque pendant la prépa, c'est vraiment 2 années assez chargées, quoi. Et bien, moi, je vous remercie de porter ce discours-là, d'autant que les IUT vont réserver des places aux élèves des filières techno, et qu'il y en a beaucoup parmi nous là qui se sont positionnés dans Parcoursup pour ces filières-là. Donc, c'est bien que nous qui disions que ça vaut le coup. Non, mais c'est pas du tout, en tout cas, ouais, je trouve que c'est intéressant d'avoir vraiment un aspect pratique en fait dans ces études, un aspect plus technique pour le métier d'ingénieur, c'est vraiment utile. Moi, je me rends compte maintenant et je regrette presque de ne pas avoir, moi, plus fait les démarches pendant mes études, d'essayer de mettre plus les mains dedans, de comprendre, de faire par les mains. Parce que,
Parce que finalement, enfin, moi en tout cas, c'est ce que je trouve intéressant dans le métier qu'on fait. Et puis c'est aussi des choses un peu d'avenir, je trouve, de re-savoir faire des choses avec ses mains, pas que sur de la modélisation en ordi. Bon, par contre, je pense que si on pose la question aux élèves, on en a peut-être même dans cette filière-là pas fait assez du concret, le programme prend encore beaucoup de place, même en filière technique. Alors là. Ah ouais, ça c'est sûr. Mais du coup, peut-être, qu'est-ce que vous en avez retenu? Est-ce qu'il y a des gens que ça a inspiré? Est-ce qu'il y a des systèmes qui vous ont parlé, où vous vous êtes dit mais waouh, il faut que j'essaye ça, ou ça pourrait servir dans tel contexte chez moi ou ailleurs? Oui, Khaled, un peu. Et lequel auquel vous pensez? L'éolienne, nous. L'éolienne, ça, c'est pas pour rien que vous voulez être réapproprié, ouais. Carrément. Maxime. Le four solaire. Le four solaire, ça vous intéresse? Ouais, c'est super intéressant ça. Bah, nous, typiquement, sur le bateau, on cuisine vraiment beaucoup avec ça maintenant. Enfin, dans les pays qui le permettent, parce qu'il faut quand même avoir un bon ensoleillement, mais c'est vrai que moi, c'est aussi, je pense, une belle découverte sur le projet, parce que j'avais jamais utilisé vraiment de four solaire, et de voir le pouvoir en fait de l'énergie thermique. Enfin, on a un super, enfin, la meilleure énergie, elle est juste au-dessus de nous, et c'est vrai qu'on a tendance à vouloir toujours soit la transformer en électricité et tout ça. Il y a plein d'applications où juste utiliser sous forme de chaleur, c'est super intéressant. Et typiquement, la chaleur, aujourd'hui, c'est des choses dont on a besoin dans pas mal de contextes, de pas mal de besoins, enfin, ouais, en tout cas, privilégier l'énergie solaire comme ça, c'est intéressant. Ça demande à revoir un petit peu les pratiques, du coup, quoi. C'est vrai, quand on cuisine avec un four solaire, on lance le plat un peu à l'avance, et puis à midi, c'est prêt, mais au moins, on est sûr que ça va pas cramer et tout ça. Et enfin, moi, j'ai pris goût vraiment à travailler avec ça, à cuisiner avec ça. Ça sent le couscous dès le matin sur le bateau, alors? En fait, c'est ça, ouais. Du coup, le matin, tu te lèves, tu commences à préparer. Déjà, tu coupes quelques légumes pour préparer ton repas du midi. Tu le mets, tu l'oublies, et à midi, quand tu arrives, c'est prêt, quoi. Et ça, c'était chouette. Mais sinon, on cuisine aussi avec du bois. Même si c'est pas hyper conseillé dans un bateau, mais on a des petits réchauds à bois, là, typiquement, qu'on a étudié en Inde, qui s'appellent des rocket stoves, donc qui font des combustions améliorées, et qui permettent de cuisiner. Enfin, on cuisinait pas mal avec ça. Les élèves, n'hésitez pas si vous voulez vous rapprocher du micro, parce qu'on ne vous entend pas très bien, on n'entend que monsieur Bordelais. Mais est-ce que vous voulez qu'on pose les questions qui sont dans le chat, ou est-ce que vous avez d'autres questions de vive voix? Profitez-en, hein. Profitez de ce moment. Alors, on a beau être un petit groupe, ils sont timides. Bah oui, c'est pour ça que je dis profitez-en, parce que du coup, c'est Allez-y. Quel a été le pays où il y a le plus de low-tech intéressante? Ah, mais je l'avais mis dans le chat. Je vois pas, moi je suis là. Je dirais quoi, il y a vraiment des pays qui sont un peu, dont on va dire, donc c'est plus ancré dans les pratiques, et déjà ça dépend aussi du niveau en fait de richesse la plupart du temps des pays, quoi. Les gens, s'ils ont besoin enfin voilà, on n'a pas tous le même accès à tout ça, à l'énergie, et donc je dirais qu'en Inde, typiquement, c'est des systèmes qui sont déjà largement ancrés dans les pratiques du quotidien, on va dire, d'une certaine partie de la population, et souvent par nécessité en fait, hein, mais c'est des choses qui sont assez bien maîtrisées, et il y a pas mal d'entreprises qui vendent typiquement ce genre de système. Que ce soit des fours solaires, c'est comment faire du gaz à partir de déchets organiques qui va permettre de cuisiner. Qu'est-ce qu'ils font en Inde? Pas mal autour de l'agriculture, hein. Il y a des gros, vous avez sûrement vu, mais il y a des gros problèmes liés à l'eau, aux sécheresses. Et donc, comment ils trouvent des moyens pour continuer à cultiver dans ces conditions-là, autour de l'irrigation, du coup. Moi, j'ai souvenir d'un ingénieur indien qui fait de l'eau potable avec des bassins, des grands bassins, peu profonds, et c'est simplement les UV qui rendent l'eau potable. Ah ouais, de la potabilisation comme ça. Ouais, ça c'est sûr. Dans pas mal de contextes, typiquement, l'accès à l'eau potable, il est assez
assez prégnant parce qu'en fait, il y a beaucoup de pays dans le monde où aujourd'hui, ils n'ont pas de système de potabilisation de l'eau. Et donc, ça, c'est plus en Amérique centrale, en Amérique du Sud, par exemple, qu'on a pu étudier ça. Mais du coup, ils ont développé des filtres qui coûtent très peu cher à produire. C'est presque comme des pots de fleurs, un peu en céramique, là, mais qui sont designés de manière à avoir des micro-porosités qui viennent capter toutes les bactéries et tout ça. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont développé ça, pareil, sans brevet, en open source. Et du coup, c'est une technologie qui s'est développée vraiment dans plein d'endroits du monde, et ils forment des gens du monde entier à comment on utilise cette technologie, comment on la construit pour que ça puisse être répliqué un peu partout. Donc ouais, Inde, Amérique centrale, pas mal. Afrique aussi. En fait, dans la plupart de ces contextes-là, parce que les gens, en fait, ils n'ont pas d'autre choix aussi des fois que de trouver comment ils se débrouillent par eux-mêmes. Et du coup, ça amène à un niveau d'ingéniosité qui est impressionnant, quoi. Parce qu'en fait, ils font avec vraiment beaucoup moins de ressources, beaucoup moins d'énergie que nous, des choses qui sont un peu plus bricolées et tout ça, mais qui fonctionnent et qui permettent de vivre, quoi. Donc c'est quand même super intéressant. Merci. Ça part du besoin, vous flattez les profs de techno, là. On passe depuis le collège, on dit ça, tout part du besoin. Ouais. Ah ouais, mais ça, c'est clair, et je pense que c'est vraiment essentiel à rappeler. Il faut partir vraiment d'un besoin exprimé localement. Nous, c'est pour ça que la démarche, c'était vraiment de venir voir ce que les gens faisaient, comment eux, ils font, et pas venir, nous, avec des solutions en disant voilà comment vous allez faire de l'eau potable. Voilà. Les réponses, elles sont locales, et personne ne connaîtra mieux que vous vos besoins et votre environnement. Donc, ouais, carrément. Moi, j'ai une question, parce que je connais mon groupe qui est très orienté SIN, c'est-à-dire système d'information et numérique. Ouais. Est-ce qu'il y a des exemples de low-tech alors, de l'open source, on sait que ça existe, mais ça, pour le coup, les technologies, elles vont très, très vite, elles sont très perfectionnées. Est-ce qu'il y a des exemples d'équipements numériques low-tech? Ouais, ça, on a pu étudier un petit peu ça à Taïwan, typiquement, qui est le pays où tout est produit, quoi. Tous les micro-composants sont produits. Et en fait, on s'était un peu mis comme mission de comment on pourrait faire un ordinateur low-tech. Et du coup, en étudiant le sujet, on s'est rendu compte qu'il y a déjà quelques initiatives. Donc, déjà, il y a des petites cartes que vous connaissez peut-être qui s'appellent les Raspberry Pi là, ou les Arduino. Ça, c'est déjà d'une certaine manière ce qu'on pourrait considérer comme du numérique un peu minimaliste ou un peu low-tech. C'est des petites cartes qui coûtent une dizaine d'euros et qui finalement sont déjà des ordinateurs, quoi, qui permettent de faire des opérations relativement basiques, mais en fait essentielles. Donc, en fait, la plupart du temps, on a des ordinateurs qui font plus de ce qu'on a besoin. Et on a vu un autre projet qui s'appelait Jerry Do It. Et donc eux, ils désossent en fait des vieux ordinateurs et ils en refont des nouveaux à partir de pièces détachées dans des bidons. Et ça s'est pas mal développé, notamment en Afrique. Il y a pas mal d'endroits où, dans des Fab Labs et tout ça, ils refont des Jerry Do It Together, exactement. Voilà, tout le monde se met au clavier pour aller voir ça là, dans la classe. Ouais. Vous écoute. Ouais, c'est intéressant. Et je pourrais vous filer le contact du concepteur si il faut. Avec plaisir. Et après, en fait, c'est un peu sur les pratiques. Nous, au Low-Tech Lab, pareil, on pourrait aller voir. On s'est mis un peu au défi de se dire comment on pourrait faire un site web low-tech. Et donc, en fait, c'est vraiment aussi là, c'est vraiment dans les usages numériques qu'il y a des choses à faire. On ne se rend pas forcément compte d'où sont les impacts dans le numérique parce que c'est des choses qui sont un peu moins, on peut moins bien voir, toucher, mais typiquement sur un site web, essayer de mettre privilégier du texte par rapport à des grosses photos ou de la vidéo. En fait, c'est ça qui va consommer vachement sur un site internet quand on va ouvrir la page, ou faire des sites statiques plutôt que dynamiques. Enfin, bon, il y a des choses comme ça. Et on a essayé d'expliquer toute la démarche nous qu'on a pu faire, et du coup on a un site web qui consomme extrêmement peu par page, et typiquement qui permet d'être lu aussi partout dans le monde, parce que on n'a pas tous le même niveau d'internet non plus partout dans le monde,
Bon, voilà. Mais voilà, il y a un article, comment faire un site web low-tech, si ça vous intéresse. On est sur quel ordre de grandeur entre un site low-tech et un site qui exploite beaucoup la dynamique, on va dire de 1 à 10 Alors typiquement, nous, on s'était mis un devis de poids par page en MO. Et alors, si je veux pas dire de bêtises, je crois qu'on est de l'ordre on essayait d'être de l'ordre du MO ou d'un peu moins du MO sur une page web. Alors qu'en fait, notre site initial qui avait été conçu sous des choses un peu pas très optimisées, on se rend compte que c'était énorme, c'était 23, 25 MO quoi, la oui, page. Très vite, ça va très vite. Ouais, c'est clair. Et donc en fait, c'est tout simple. Il y a pareil en fait après du coup sur les vidéos, on essaye de retravailler nos vidéos avec un petit logiciel qui s'appelle Handbrake et qui permet en gardant à qualité égale en fait, de réduire le poids des vidéos de 10 fois le poids de la vidéo. Et donc on se rend vite compte qu'en fait, tout l'impact du numérique, c'est pas mal les serveurs, hein, ça va être les serveurs, et puis après quand même tout ce qui est matériel, tout ce qu'on utilise. Et donc réduire le poids des données, c'est un des leviers, quoi. Merci. Je vous ai mis quelques liens dans le chat pour que vous puissiez les sauvegarder. Ouais, c'est ça, merci. Alors, il nous reste 5 minutes, 5 grosses minutes. Est-ce que du coup, vous avez d'autres questions ou est-ce qu'on prend la question de Marion Gaget ou est-ce que vous voulez profiter un peu de ces 5 dernières minutes, les élèves? Ça s'adresse à vous. Alors, il faudrait se le dire maintenant, les 5 dernières minutes, si vous voulez. C'est tendu sur votre McDo. Vous posez des questions. Depuis, on fait Eh ben, on va écouter la question de Marion, parce qu'on a toujours cette grande timidité. Alors, la question de Marion, c'était sur les différents corps de métier présents à bord pour que tout fonctionne. Est-ce que tout le monde était ingénieur? Il y a eu déjà une partie de réponse, mais... Ouais, à bord, je dirais que de base, on était tout le temps quand même 2 ingénieurs. Moi et Corentin, on est ingénieurs. Après, du coup, Caroline, qui est plus sur la partie design, aménagement et tout ça de l'écosystème. Et puis, ouais, non, c'était un peu tout. Après, en fait, dans les équipes à terre, après, il fallait évidemment des gens pour gérer un peu plus le côté administratif, le côté communication aussi, qui est assez important dans notre projet, parce qu'on essaye de faire que ce soit connu. Mais comme on est une petite équipe, finalement, en fait, on apprend à tous faire un peu de tout. Et c'est ça qui est intéressant aussi. On devient vite multi-casquette, quoi. Du coup, j'ai une autre question, si les élèves n'en ont pas d'autres aussi, éventuellement. Oui. Est-ce que, donc là, le nomade des mers, donc vous dites qu'il rentre là d'ici juin, est-ce que vous avez d'autres projets de ce type pour la suite, de grandes aventures avec l'équipe, ou est-ce que maintenant l'objectif c'est de faire un petit peu perdurer les choses avec d'autres, dans d'autres endroits, puisque je vois que c'est très localisé en Bretagne finalement. Ouais. Avec le bateau, je pense pas. Enfin, pas tout de suite. En tout cas, en fait, le projet du Low-Tech Lab et le projet Low-Tech a quand même intéressé pas mal de gens. Et aujourd'hui, on a pas mal de gens qui nous contactent, qui partent, eux, en voyage, en expédition dans des pays et qui se disent, moi, j'aimerais bien mettre ce temps-là à dispo pour aller documenter des systèmes, un peu faire comme vous. Et donc, on a monté un petit programme qui s'appelle Low-Tech Explorer. Et donc, on compte plutôt maintenant sur ces gens qui reprennent un peu le flambeau pour aller continuer à faire cette documentation, ce référencement des initiatives qui peuvent être faites. Nous, je pense que cette phase, on l'a bien faite. Corentin et Caroline, ils vont repartir sur une expérimentation un peu d'autonomie, du coup, cette fois, avec après ces 6 ans d'expérimentation. Et donc, en fait, ils sont en train de concevoir une plateforme, un peu une base vie, dans laquelle ils pourront essayer de produire toute leur énergie, toute leur eau, toute leur nourriture, et aller vivre dans le désert pendant 4 mois, pour voir s'ils peuvent être autonomes par ce système-là, et vivre vraiment au quotidien avec eux, un peu coupés du reste.
nous, on va essayer parce qu'on se rend compte que ici, pour qu'il y ait un passage à l'échelle vraiment dans la vraie vie, dans le vrai monde, qu'il faut aussi travailler du coup maintenant avec, dans un contexte donné, avec des organisations, le documenter pour évidemment que ça se réplique. Donc nous, on va peut-être être un peu plus là-dessus sur les prochaines années, même si ça ne nous empêche pas de continuer à faire du prototypage, justement, mais on va dire plus dans ce contexte-là, qu'on connaît du coup. On compte aussi du coup sur le développement de toute une communauté dont je disais, il y a des communautés locales qui se montent un peu partout, que ce soit en France ou à l'étranger. Il y en a déjà au Cameroun, à Montréal, en Grèce. Il y a des gens en Inde typiquement qui nous avaient contactés, qui eux, en fait, voilà, finalement après c'est aux gens dans leur contexte de se dire comment on va faire et puis de s'organiser entre eux. Donc nous, notre but c'est de faciliter l'émergence de ces communautés-là, mais on pourra pas aller le faire. On peut pas Oui, aller bien sûr. faire nous, mais voilà, carrément. Ok. Et voilà. Mais ouais, je pense qu'on va essayer de continuer à avoir des projets un peu fun et qui permettent un peu inspirants comme ça aussi. Non, mais en tout cas, c'est super. Moi, j'avais entendu parler donc de ce Low-Tech Lab et en fait, je vais partir justement 6 mois pour aller essayer de continuer à faire ce projet Low-Tech Explorer. Du coup, c'est aussi pour ça que je suis là D'accord. aujourd'hui. Ok. Ouais, c'est ça. Et j'aimerais bien ensuite que ce soit à l'échelle des élèves. Alors moi, c'est en collège, donc c'est un peu plus simple, je dirais, il va falloir que ce soit plus simple sur la réalisation de l'eau technologie parce qu'on n'est pas sur des terminales, donc ce sera autre chose. Mais voilà, ça me permet d'avoir des idées et éventuellement de vous recontacter si besoin. Avec plaisir, ouais. Ouais, complètement. Ouais, et puis de le partager aussi, parce que c'est vrai que dans l'éducation, on se rend compte qu'il y a pas mal de profs qui essayent aussi de faire comme ça, de lancer des dynamiques avec les élèves. Et je pense que ce qui a été fait à un endroit pourra évidemment servir à d'autres. Donc, ouais, ça sera chouette. Complètement. Et ça me donne l'occasion du coup d'une très belle transition pour vous dire voilà, qu'il y a la fiche pédagogique sur Educarté sur les low-tech, pour vraiment découvrir les low-tech. Dans cette fiche pédagogique, il y a aussi tous les liens vers les tutoriels, vers le site du Low-Tech Lab, pour qu'en classe, vraiment, il y ait un maximum d'enseignants qui puissent découvrir et faire découvrir aux élèves cette philosophie. Et voilà. Du coup, est-ce que vous avez une dernière question, les terminales, ou est-ce qu'on s'arrête là? Non, on va vous féliciter. Educarté est une ressource formidable, hein, c'est faut dire. Le projet Nomade des mers, je trouve ça formidable aussi parce que vous associez le voyage, les enjeux de développement durable et puis vous montrez qu'on peut sortir très tôt de l'école des projets qui ouvrent l'esprit. J'espère, moi, que ça a donné... On avait fait le tour dans la classe de tous les pays qui ont été visités par les élèves. C'était impressionnant. Alors, chacun d'eux n'a pas été dans l'ensemble des pays qui ont été testés, mais on est arrivé tranquille à une vingtaine de pays qu'ils ont forcément, à l'âge qu'ils n'ont pas forcément visité tout seuls. Moi, j'espère que votre projet leur inspirera un voyage entre jeunes, pas forcément en solo, mais sans les parents, parce que c'est très important dans la construction. Je pense. C'est intéressant de voir, de partir ailleurs, parce que c'est là où on se rend compte un peu de la chance qu'on peut avoir, nous, de la facilité de notre quotidien, de la vie et tout, et voilà, ne serait-ce qu'aussi pour s'ouvrir à comment, d'autres cultures, à comment les gens font ailleurs. Se sentir étranger aussi dans un pays, moi je trouve ça intéressant, parce que pareil, après ça permet, quand on revient chez nous, de se dire que on a été content d'être accueillis, donc c'est chouette d'accueillir les autres. Voilà, il y a plein de belles choses, c'est clair, dans le voyage à apprendre, donc ouais, je peux que vous encourager aussi. Ouais. Ouais, et ici, donc, on a beaucoup d'origines aussi qui se mêlent. On a de l'Égypte, de la Mauritanie, la Corée, la Chine, le Portugal, l'Algérie, voilà. Gloria, je ne sais pas quel pays d'Afrique, le Cameroun, voilà. Ouais. Voilà. Super chose au Cameroun. Il y a des belles initiatives. Il a dit quoi sur le Cameroun ? Qu'il y a des belles initiatives low-tech là-bas aussi. Ouais, c'est vrai. Il y a un Low-Tech Club qui s'est monté à Yaoundé qui fait des choses vraiment chouettes, ouais. Donc un grand merci pour nous avoir fait voyager un peu là pendant cette année scolaire de terminale où il y a quand même le gros morceau qui est le bac. Ouais. Merci. Bon courage pour la fin alors. Et puis bonne continuation à vous tous dans vos parcours, quoi. Merci.
Oui, merci beaucoup. Merci à vous, les élèves, pour votre implication. Bonne chance pour la fin de l'année, pour le projet avec l'éolienne. Et, ouais. Merci. Vous nous partagez ça après, hein. Notez-nous un peu sur les réseaux quand vous partagez vos trucs. Et... On vous enverra si on est arrivé. Oui. Merci beaucoup. Bonne À après-midi. bientôt. Bon appétit à tous. Et merci Au revoir. encore, Guénolé.